Et Malouise, en fait, courait avant, quand on se rencontrait, donc pratiquait déjà le running. Moi, je fumais et je buvais, donc c'était pas du tout le même sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crisis. Aujourd'hui, épisode un peu spécial parce que c'est le premier avec deux invités, Marius et Emma Louise, les fondateurs de Run and Brunch. Dans cet épisode, on revient sur leur vision du club et des raisons qui les ont poussés à le créer. On avait souvent envie de partir le week-end justement pour retrouver un peu nos potes, nos repères, etc. Donc je pense que c'était vraiment le fait d'échanger et c'est pour ça qu'on a fait Run and Brunch. C'est pas un club de running, c'est vraiment le brunch pour moi qui est autant important que la course. Pas pour manger et puis pour s'en mettre plein le ventre, mais c'est vraiment juste pour aussi juste échanger, parce que c'est vraiment là qu'on crée des liens avec les gens. On échange aussi sur leur vision du sport, avec quelques conseils pour débuter la course à pied. Il n'y a pas de mauvaise distance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as pris tes chaussures et que tu es allé courir même 500 mètres, bah, tu as déjà fait une grosse partie du travail, parce que franchir le seuil de sa porte, aller courir et se dire vraiment je le fais, je pense que c'est ça le plus compliqué. Emma Louise nous partage aussi sa méthode de journaling. Le cerveau a tendance à retenir que le négatif et justement le fait de se rappeler des 3 petits highlights de ta journée, pour moi ça m'aide. Et le matin je dirais ça serait un peu comment je visualise cette journée, comment j'aimerais me sentir aujourd'hui. Avant de finir avec un passage très inspirant et émouvant de Marius qui prouve encore une fois que tout est possible. On m'a souvent dit que je ferais rien, quoi, que je serais capable de rien. Souvent c'était des profs, quoi. Même en regardant mes parents, quoi. Même pendant les réunions parents-profs, t'en avais qui disaient qu'est-ce qu'on va faire de Marius, quoi. En fait, les gens sont pas dans ta vie. Les gens peuvent pas savoir mieux que toi ce que toi tu veux. Même si tu penses que t'es perdu, même si tu penses que t'en es pas capable parce qu'on te l'a dit, c'est faux. C'est faux. Demain, tu peux faire n'importe quoi. Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est toi. C'est ta vie, c'est tes choix. Le secret, c'est de laisser personne mettre une barrière entre toi et tes choix. Je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à chaque épisode. J'en profite aussi pour vous dire que pour ceux qui sont près de Genève et qui le veulent, ce dimanche 9 février, on organise un événement Run and Brunch spécial Crisis avec Marius, Emma Louise et d'autres invités du podcast comme Alexandra Espel et Nico Sefarad. N'hésitez pas à nous contacter via Instagram si vous avez des questions et bon épisode. Marius, Emma Louise, bienvenue sur Crisis. Comment ça va ? Ça va super, et toi ? Ça va très bien. J'en profite juste pour en même temps faire un petit point pour les auditeurs. C'est le premier épisode qu'on fait à 3, entre guillemets, où j'ai 2 invités. J'ai toujours que 2 micros, donc il y aura un passage de micro. Donc si des fois il y a un temps de réponse pour ceux qui nous écoutent, c'est tout à fait normal. Et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui en Suisse. Je crois que c'est la première fois que je viens en Suisse pour un tournage. On a fait un peu de route, c'est très cool. Il fait froid. Merci à toi pour la route. Merci à vous pour l'invitation. Pour commencer... entre guillemets, c'est tous les épisodes, je les commence comme ça pour que les invités se présentent un peu. Je viens vous voir parce que vous avez un club de running, Run and Brunch, si je le prononce bien. Pour mettre un peu dans le bain les auditeurs et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Qui sont Marius et Emma Louise, en dehors justement de Run and Brunch et de la course à pied pour commencer ? Alors moi, c'est Marius, donc j'ai 25 ans. Et avec Emma Louise, on s'est rencontrés à Paris, donc il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et à la suite de ça, moi j'ai commencé un CDI à Paris. Et en fait, Emma Louise avait d'autres plans en tête. Et je me suis dit, pourquoi pas la suivre. Donc on a commencé à chercher du travail pour aller en Suisse. Et du coup, on a commencé à vraiment faire des recherches longues. Donc on a eu des hauts, des bas, etc. Et puis on a fini par trouver. Et on est parti il y a 1 an et demi à peu près. On est arrivé en octobre. Et on s'est installé d'abord à la frontière en attendant de chercher un appartement en Suisse. Et ensuite à Genève. Parce qu'on avait voulu habiter en Suisse. Et parce que aussi Emma Louise est suissesse. Et du coup voilà, donc on s'est installé et à la suite de ça on a rencontré quelques petits problèmes pour se faire des amis parce que la Suisse c'est un petit peu fermé et donc c'est comme ça qu'on a créé le Running Club. Ok. Est-ce que Emma Louise va rajouter des choses ou... Alors déjà c'est difficile de se présenter je trouve, parce que c'est vrai que qui es-tu ? Ouais. C'est un peu une question, voilà. Mais donc moi c'est Emma Louise, j'ai 24 ans, comme a dit Marius, on s'est rencontrés. Moi j'avais cette envie de partir après les études, j'avais vu
assez de Paris, je pense. Et oui, la Suisse, parce que je suis aussi suisse, mais j'ai fait la plupart de ma vie en France. Et donc on s'est installé, comme a dit Marius, on a trouvé des opportunités dans le domaine professionnel, chacun de notre côté, qui étaient plus que bien. Mais c'est vrai qu'on était dans un pays, je dirais, ou dans une ville où c'était peut-être plus difficile de rencontrer du monde. En l'occurrence, on est passé de Paris, on avait un mode de vie qui était quand même assez orienté sur les sorties, les potes, les verres, etc. À justement un mode de vie qui était peut-être plus sain, parce que c'est vrai qu'on avait plus de montagnes, de lacs, de nature, et puis on respirait mieux, mais on avait moins de vie sociale et ça a pris plus de temps. D'où la création de Run and Brunch pour juste rencontrer du monde et puis juste de passer un bon moment autour du sport. C'est aussi, on en parlera je pense après, mais c'est aussi un peu, je dirais, le sport qui, je trouve, rassemble beaucoup de monde. Et nous, on adore le sport et moi, j'adore tester plein de sports différents notamment. Donc voilà. Ok, ouais, les valeurs de partage qu'il y a dans le sport, c'est un truc que je retrouve dans pas mal d'invités que j'ai interviewés. Alors il y en a qui le font vraiment typiquement pour la performance, comme ça a pu être le cas avec Kevin Petit, qui est l'épisode qui est sorti avant vous. Mais il y a d'autres personnes aussi qui le pratiquent, comme Corentin Carbiru que j'ai interviewé, qui est un entrepreneur et qui lui pratique le sport à son niveau, mais vraiment dans l'optique de partager et de vivre des moments avec des gens, à l'occasion avec son frère par exemple sur un ultra trail. Donc je comprends ces valeurs. Pour commencer un peu la discussion, en général j'aime bien poser cette première question aux invités, donc là vous êtes deux, donc il y aura deux réponses. La première question que je pose, c'est quels sont vos premiers souvenirs de sport, justement, vu que Emma-Louise, tu disais que tu en as fait plusieurs. Marius, tu as parlé un peu de running et du running club. Mais à l'origine de ça, quel était votre antécédent sportif à part les soirées sur Paris ? Je commence. Alors moi, je dirais que j'ai toujours été dans une famille plutôt sportive, dans le sens où plutôt dynamique, je dirais. Donc c'était beaucoup de marche, beaucoup de randonnée, du ski. Après, c'était aussi des activités, du basket. C'était pas un succès, mais l'idée, c'était comme plutôt cette vision du sport, c'était de bouger, de rester actif, sans pour autant être dans la compétition, quoique c'est vrai qu'il y avait du ski, il y avait aussi de la course, où justement, je pense que c'était... je veux dire des points forts au démarrage. Et puis après, il y a eu l'adolescence. L'adolescence, en tout cas, moi, j'ai fait un peu moins de sport. C'était une vision différente du sport qui était complètement différente. Je pense qu'elle était plus orientée à l'adolescence sur une orientation physique, en fait, purement esthétique. Et je pense que, comme je disais aussi à Marius, c'est surtout pendant le confinement que moi, ma vision du sport a rechangé parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire plus de sport. Moi, j'avais un peu d'espace. Et juste, j'ai repris goût au sport avec justement toutes les sensations que j'adorais après sport. Et donc après, j'ai commencé à faire de la course à pied. Donc j'ai fait des semis. Et puis oui, je faisais ça assez régulièrement. Donc c'était de la course à pied. Après, j'ai toujours fait un peu de fitness, de musculation. J'adore tester des nouveaux sports, de pilates, du yoga. Enfin bref, un peu tout type de sport. Je vois. Très, très intéressant. Et du coup, pour Marius, justement, sur ses premiers souvenirs. Alors moi, j'ai fait 7 ans de tennis à l'origine. Donc c'était vraiment mon premier sport. Et je pense peut-être comme certaines personnes, au bout d'un moment, on arrive dans les études supérieures. On n'arrive plus à suivre. Ou alors on est attiré par d'autres choses, les sorties, les potes. Puis on commence à s'en éloigner un peu. C'est un regret parce que du coup... j'aurais vraiment aimé continuer. Je commençais à avoir un bon niveau, entre guillemets, à faire de la compète. Et j'ai un peu lâché, quoi. Et ensuite, je dirais que c'est un peu des phases. C'est-à-dire, il y a des phases où on va vouloir se mettre à fond dans le sport. Moi, je suis un peu comme ça, caractère un peu taureau, signe astro. On veut faire à fond les choses. Et parfois, ça manque un peu de régularité et de discipline, et jusqu'à jusqu'à bouger en Suisse, en fait, j'avais ce manque un peu de discipline, et depuis que je suis ici, Emma-Louise, en fait, courait avant, quand on se rencontrait, donc elle pratiquait déjà le running. Moi, je fumais et je buvais, donc c'était pas du tout le même sport. Et quand on s'est rencontrés, du coup, je me suis senti un peu con de continuer à boire, fumer, sans faire de sport à côté. Du coup, je me suis mis à courir. Alors au début, c'était super compliqué. Pour en témoigner, franchement, j'étais pas du tout un bon compagnon de course. J'étais même horrible. Je m'arrêtais au bout d'1,5 km, etc.
Et après, elle m'a proposé de faire un semi en me disant que ce serait fortement conseillé que je vienne. Du coup, je me suis inscrit aussi. Et on a couru ensemble. Et pendant toute cette période de 3 à 4 mois, on a couru, on a fait des entraînements. J'ai commencé à vraiment prendre goût au running. Puis en même temps, on développait Run and Brunch. Donc, il n'y avait pas le choix que de courir. Et puis, je me suis vraiment dit que c'était hyper salvateur comme sport, quoi. Déjà, ça coûte rien, dans le sens où il n'y a pas d'abonnement. Bon, pour ce qui est des chaussures, oui, c'est onéreux. Mais pour le reste, on prend sa paire de chaussures, ses écouteurs, on va courir, ça fait du bien, quoi. C'est trop cool. C'est ce que je dis un peu à tous les invités et que je remarque avec tous les invités qui font un peu de la course à pied. Et c'est ce que j'incite aussi à ceux qui nous écoutent, c'est que la course à pied, c'est probablement le meilleur sport à commencer et le plus simple. Le vélo aussi est accessible, mais le prix du vélo comparé à une paire de chaussures, c'est pas le même investissement. Et ouais, c'est peut-être une première action que je propose en général aux gens quand ils veulent reprendre confiance en eux ou pour aller commencer à faire du sport. Et après, c'est toujours pareil, ça dépend de l'objectif qu'on a. Je sais que Nico Sefarat, que j'ai interviewé aussi dans les premiers épisodes, il avait aussi cette envie de se remettre au sport et en bonne santé. Il avait commencé la course un peu comme toi, il courait 1,5 km, il était à bout de souffle. Et maintenant, il court, je crois qu'il a fait les 10 km de Lyon, il me semble. Et je lui avais dit, mais c'est juste que tu cours pas comme il faut et t'as pas l'objectif qui va derrière. Toi, t'as pas envie de performer, il faut juste que tu prennes du plaisir et commence par courir, marcher, et tu verras. Et maintenant, je crois qu'il fait des distances. Il fait pas des marathons, mais il prend plaisir dans son activité, quoi. Tu parlais un peu du club de running. Enfin, vous en avez parlé un peu les deux, vu que maintenant, tu es obligé de courir par rapport à ça. Demain, d'ailleurs. Demain. Par rapport à ça, en général, j'aime bien mettre le point avec les invités sur leur crise, entre guillemets. Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont là où ils sont dans leur projet ou dans leur état physique. J'ai remarqué un peu que votre crise à vous, c'était le déménagement de Paris à Genève, en Suisse, où il n'y avait personne à rencontrer et que l'activité sociale était un peu différente. Comment est-ce que vous décririez justement ce déclic pour rencontrer des gens et la jeunesse du projet ? Je dirais que en fait, quand on est arrivé, déjà il y a eu toute cette étape de déménagement. Donc, faut savoir qu'on est parti avec un camion et un peu toute notre vie à l'intérieur. On est resté peut-être 1 mois à la frontière. À chercher des appartements, se battre pour essayer de trouver quelque chose. Donc c'était assez compliqué de rencontrer du monde dans cette période-là. On est même socialement parlant, on a une batterie qui est un peu faible, donc on est plus concentré sur le fait de trouver un appartement. Après, on commence à s'installer, donc on découvre la vie en Suisse, et puis c'est vrai qu'au bout de 2-3 mois, là, ça commence à te manquer. Alors on a une vision différente, et Louise expliquera la scène après. Parce que c'est vrai que socialement parlant, moi j'ai peut-être moins besoin au début en tout cas de tisser ces liens sociaux, plus solitaires, mais c'est vrai qu'arrivé à un moment, on s'est dit on n'arrive pas à rencontrer du monde, on a des collègues, mais voilà, c'est pas non plus, on veut vraiment créer du lien avec des gens qu'on ne connaît pas, qui sont suisses, quoi. Et du coup, on a créé un compte Instagram, mais on a fait un logo. On s'est quand même concentré, on a fait un logo, on a créé un compte Instagram, mais ça a été vraiment comme ça, d'un coup. On a eu l'idée, on s'est dit, vas-y, on fait ça, on le fait. Mais on s'est pas posé de questions, on a juste dit, on le fait maintenant. Donc on a commencé à poster des vidéos, des petits teasers, et puis c'est vrai que les gens, ils commençaient à liker, on avait des interactions. On a fait notre premier rendez-vous pour aller voir un brunch. Le mec nous a dit OK. Donc on s'est dit go, on lance les inscriptions, quoi. On prend un forfait sur le site internet, on met en place le système de paiement et arrivent les premières réservations. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que tu te dis les gens ils croient en ce que tu fais, donc ils réservent ton truc et arrive la première course et là on commence à revivre un peu parce que on parle avec des gens, on parle avec des gens, on commence en tout cas à créer des liens sociaux avec des gens qu'on connaissait pas et on prend vraiment plaisir à faire la course. Et après le moment où on est au brunch qui dure parfois 3h30, du coup c'est vraiment comme ça que c'est né. Et depuis, on s'est pas trop arrêté, on a continué d'en créer et on rencontre vraiment beaucoup de gens, c'est trop trop cool. Ok. Justement, tu parlais que toi et Emma Louise, vous aviez une vision différente sur votre batterie sociale et les relations. Est-ce que, Emma Louise, justement, tu pourrais nous
présenter un peu plus de ta vision le club, puis même si en fait la vision globale est la même, mais vous avez peut-être pas la même intention, là où pour certains c'est plus de commencer à courir et rencontrer des gens, là où toi c'est vraiment de tisser des liens plus profonds peut-être. Oui, alors c'est vrai que bon, je pense que Marius est plus solitaire, donc c'est vrai que moi j'avais plus envie de rencontrer du monde et même je trouve que c'est très important d'avoir quand on déménage. Enfin, je sais que ça prend du temps, mais juste d'avoir une vie de quartier, d'avoir des petits repères. Et je pense que c'est cette perte de repères qui était importante pour moi de retrouver. Et oui, juste le fait d'être socialement avec des gens et puis d'échanger. Bon, on avait quand même des interactions sociales, hein, on parlait quand même avec des gens, comme peut le dire Marius. Mais c'est vrai que ouais, nos potes nous manquaient. On avait souvent envie de partir le week-end justement pour retrouver un peu nos potes, nos repères, etc. Donc je pense que c'était vraiment le fait d'échanger. Et c'est pour ça qu'on a fait Run and Brunch. C'est pas un club de running, c'est vraiment le brunch pour moi qui est autant important que la course. Pas pour manger et puis pour s'en mettre plein le ventre, mais c'est vraiment juste pour aussi juste échanger. Parce que c'est vraiment là qu'on crée des liens avec les gens, que les liens se font aussi entre les gens. Et c'est ce qui est... Nous, parfois, on se met un peu à part, on regarde et puis on est trop content parce qu'on voit que les gens, entre eux, se font des potes. Et c'est vraiment, je pense, le but de Run and Brunch, c'est oui, de courir, bon, de faire du sport, ça c'est clair. Mais c'est vraiment de rencontrer du monde et puis comme j'ai dit, le sport rassemble et ça aussi brise un peu la glace plus facilement. Donc après, le brunch, pour moi, c'est vraiment un moyen de connecter avec les gens qui est super, quoi, je trouve. Ouais, c'est sûr que l'aspect apéro est d'autant plus important pour la partie partage parce que c'est très compliqué d'échanger avec des gens quand on est en plein effort et essoufflé. Mais ouais, je comprends la vision et c'est hyper intéressant de voir ça comme ça aussi et de mettre en avant une vision du sport qui est pas forcément de la performance, mais du fait de créer des liens, de partager des moments et de recréer des repères, ce qui était votre cas, et ce qui est peut-être aussi le cas d'autres personnes qui vous suivent ou qui viennent à ces sorties. Justement, les sorties, comment ça se passe à peu près, la question me vient en tête, s'il y en a qui veulent participer, c'est que sur Genève pour le moment, je crois. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques ou il faut juste être là le bonjour et on peut courir et manger? Juste, c'est vrai que avec les deux micros, je sais pas trop, mais pour moi, ma part, c'est vrai qu'avec Marius, on en a beaucoup discuté. C'est vrai qu'on n'est que deux. Nous, pour l'instant, on les fait à Genève parce que c'est là où on habite. Donc, on les organise et puis je trouve qu'on a trouvé un bon moyen justement de les organiser. On est bien rodés. Mais l'idée, c'est vraiment de le répandre à toutes les villes. Il n'y a pas de limite. Nous, c'est juste, on s'occupe de trouver l'endroit de brunch ou d'apéro, etc., le lieu juste après. Et la personne est chargée juste de s'occuper de trouver un certain nombre de personnes. Après, nous, c'est vraiment l'idée, c'est de le faire à plus grande échelle. Hein. Mais donc non, il n'y a pas de condition, c'est juste d'être assez familier avec le sport. Et on en parlera peut-être après, mais l'idée, c'est de répandre ce projet, pas que simplement au run. En fait, il y a vraiment zéro critère. On est parti du principe que si tu cours depuis une semaine, tu peux venir avec nous. Il y a quelqu'un qui close, il y a quelqu'un qui commence le run. Donc il y aura toujours quelqu'un à la fin, il y aura toujours quelqu'un au début. On est sur des runs de 5 km. C'est pas hyper long. On a déjà des gens qui se sont arrêtés et on n'a aucun problème avec ça. On n'est pas du tout dans l'optique de se challenger, etc. Ça viendra peut-être parce qu'en fait, on a des gens, on se rend compte qui veulent courir plus vite, qui veulent mériter le brunch. Et du coup, on pensait peut-être créer ça. Donc ça viendra, comme disait Malouise, quand on va présenter le projet à plus grande échelle qu'on a. Parce que l'idée, c'est que Run and Brunch, c'est un service qu'on a développé. On est tellement content et tellement heureux que ça plaît aux gens. Et on a tellement envie que ça se répande. Parce que nous, ça nous a permis de rencontrer des gens. Les gens, entre eux, se rencontrent aussi, créent des liens. J'ai ma cousine qui est arrivée il n'y a pas très longtemps sur Genève avec son copain. Ils connaissaient personne, ils sont venus à Run and Brunch. Une semaine plus tard, ils sont partis faire une randonnée avec un mec qu'ils avaient rencontré au Run and Brunch, quoi. Donc c'est trop bien. Comme disait Emma-Louise, on se réjouit et limite on pourrait être là juste en spectateur, regarder les gens parler et discuter. Parfois on se dit on va peut-être aller aux tables, tu sais, lancer des sujets de discussion, on a peur que les gens ils parlent pas.
Mais en fait, non, genre les gens ils sont lancés et tout le monde parle. Et franchement, il y a de tout âge. Il y a des doyens comme il y a des très jeunes. Du coup, ça me fait penser à une question que j'ai eue dans la voiture, parce que moi, je cours un peu, mais pour des personnes qui courent pas, justement, qui hésitent à se mettre à la course ou à venir à ce genre d'événement, ça tombe bien parce que je voulais poser la question à Marius en premier, vu que tu partais de plus loin qu'Emma Louise, comme tu l'as dit avant, et comme tu as le micro en main, la question est toute bonne. Mais comment est-ce que, ou quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui part de zéro, entre guillemets, pour commencer la course à pied ou pouvoir venir à ce genre d'événement? Pas dans l'idée de performer, mais de pouvoir suivre, même s'il faut alterner avec de la marche ou quoi. Et je pense que justement, ta vision et ton départ où tu fumais et buvais avant peut être plus intéressante parce que ça humanise un peu plus les conseils pour ceux qui nous écoutent. Je dirais déjà qu'il n'y a pas de mauvaise distance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as pris tes chaussures et que tu es allé courir même 500 mètres, tu as déjà fait une grosse partie du travail. Parce que franchir le seuil de sa porte, aller courir et se dire vraiment je le fais, je pense que c'est ça le plus compliqué. Après, on commence par des petites distances. Moi, au bout de 1,5 km, j'étais essoufflé. Mais c'est normal. Et je dirais que c'est normal de râler. En fait, il ne faut pas, je pense, se retenir. Et je pense que le secret, c'est de ne pas trop contenir ses émotions. C'est vraiment laisser place. Alors, il faut vraiment se dire je vais le faire. Mais il faut laisser place à son émotion. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie, si tu sens que ça te saoule, etc., tu vas quand même continuer. Mais tu peux te dire que ça te saoule parce que tu seras encore plus fier après d'avoir accompli tes mini-objectifs, quoi. Au départ, c'est des mini-objectifs et puis après, tu as envie de te surpasser. Ouais, je pense qu'à un moment, tu commences à rentrer en compétition un peu avec toi-même, quoi. Tu te dis, j'ai fait 5 km, je peux faire 10, peut-être que je peux faire 15, peut-être que je peux faire un semi-marathon et ça monte comme ça. Mais pour tous ceux qui veulent commencer à courir, je dirais que le secret, c'est juste d'y aller, quoi. Faut vraiment pas se poser de questions. Faut pas se dire, est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis pas bon? Est-ce que je vais pas me foutre la honte à côté de ceux qui courent super vite? Non, on s'en fout, en fait. Il y a juste toi et toi-même. Tu cours et c'est tout. Et si t'as quelqu'un qui peut t'accompagner, c'est encore mieux. Si tu veux commencer à courir et que tu veux venir à un run and brunch alors que t'as jamais couru, mais let's go, c'est pas grave. Tu vois. Très cool. Est-ce que Emma Louise, tu as quelque chose à rajouter à ça par rapport Non, mais je pense qu'il a raison, mais c'est vrai que Marius n'a pas aimé la course quand on s'est rencontrés, mais pour ma part, moi, c'était pareil. Hein. J'ai commencé la course, on va dire, il y a 4 ans, mais avant, je regardais les personnes courir, je me disais, mais je comprends pas. Je comprends pas vraiment, c'est quoi le plaisir? Et en fait, c'est progressivement, comme a dit Marius, moi, c'était avec des copines, je les suivais, puis après, en fait, tu te dis, ah, mais je suis pas si nulle que ça, en fait. Tu te dis, ah, mais puis je progresse. Et après, c'est surtout, comme a dit Marius, je pense qu'il faut extérioriser. Et c'est vrai que les premières courses, en général, elles sont pas incroyables. Tu les subis un peu, mais c'est normal. Ça fait partie du processus. Puis après, tu passes ce seuil de subir la course, à justement apprécier la course. Et tu as un sentiment de satisfaction. Mais tu es fier de toi. Et c'est vrai que je te rejoins sur ça. Je pense que sur la confiance en soi, ça joue énormément, la course à pied. Parce que oui, c'est progressif. Et même si au début, tu aimes un peu moins ce processus-là, au bout d'un moment, tu t'habitues et puis tu progresses. Et je pense que tu peux avoir des résultats assez rapidement. Mais c'est vrai que je pense qu'on passe tous par cette phase au début où tu te dis, tu comprends pas trop. Puis après, tu te dis, j'aimerais bien faire 10 km. Puis après, j'aimerais bien faire un semi. Bon, le marathon, on n'y est pas encore, mais bon, peut-être qu'un jour. Mais ouais, voilà. Non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est exactement le processus par lequel je suis passé aussi, mais inverse dans le sens où, et la personne derrière la caméra pourra le confirmer, quand j'ai commencé la course à pied, j'ai commencé parce que j'aimais pas ça, et du coup le but c'était de faire quelque chose que j'aime pas pour, entre guillemets, me développer un peu, et pour avoir couru un semi-marathon avec lui, je crois que c'était celui de Mulhouse ou Colmar, au milieu de la course, je lui ai dit une phrase, ça doit être quelque chose comme ça, il pourra le confirmer, je comprends toujours pas ceux qui aiment ça, parce que j'aime pas courir et c'est chiant, mais en fait j'aime la satisfaction que t'as d'avoir fini la course après, et du coup ça me donne envie d'aller courir, même si je sais que je vais m'embêter pendant 21 km à courir tout droit. T'as parlé d'un autre point que je trouve intéressant, Marius, que Kevin Moncelli a mis, je sais pas si ça vous parle, c'est un kiné qui fait du trail sur Insta,
a mis en avant il y a quelques jours ou quelques semaines sur Instagram avec un Reels où il disait qu'avant il avait du mal à gérer ses émotions et qu'il les gardait souvent pour lui, et que depuis qu'il fait de la course et notamment du trail, ça l'aide à justement à mieux vivre ses émotions et à les mettre en avant et à les vivre pleinement entre guillemets, et d'accepter des fois de râler et des fois d'être content, mais de mieux vivre avec. Est-ce que tu es passé aussi par là, vu que maintenant tu dis que tu vis avec tes émotions, surtout avec la colère quand t'as pas envie de mettre les chaussures et d'aller courir sous la pluie, mais est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui doit justement accepter ou commencer à travailler un peu sur cet aspect Je dirais que c'est les émotions, c'est hyper important de les laisser parcourir ton corps, même si y a des endroits où ça fait mal, etc. C'est super important que ça se libère. Je pense que la course, c'est vraiment un bon libérateur d'émotions, parce que quand tu cours, t'as un peu la sensation, après avoir couru, d'avoir crié dans un coussin. Tu vois, tu te sens super libéré, quoi. Et t'as l'impression que t'as pas parlé, t'as rien dit, tu t'es pas énervé, t'as pas crié, mais le fait d'avoir fait un effort physique relativement intense t'a permis de libérer les émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse, et ça transforme un peu, je dirais, on dirait une formule chimique, tu sais, qui transforme tristesse en joie, quoi. Parce que quand t'as fini, t'es content, tu penses plus qu'à ta course, tu te dis je l'ai fait. J'étais énervé, j'étais en colère, je suis sorti, j'ai couru 5 km, je suis content. Et pendant votre course, que ce soit Emma-Louise ou toi, est-ce que vous avez aussi des montagnes russes, entre guillemets, d'émotions, et comment vous les vivez? Je dis ça parce que justement, après avoir fait quelques longues distances, donc un semi et un marathon, où en fait au début tu es content de commencer ta course, au milieu tu te dis putain pourquoi je fais ça, machin, je continue. Les derniers kilomètres c'est les plus longs de ta vie, tu as l'impression d'avoir déjà fait 3 ultras. Et au dernier kilomètre, au moment où tu franchis la ligne, tu te dis bon ok, c'est quand la prochaine date, tu vois. Comment est-ce que vous vivez ça, et est-ce que vous avez aussi ces montagnes russes d'émotions, entre guillemets, pendant la même course? C'est marrant parce qu'en fait on est hyper complémentaires là-dessus. Moi je vais être par exemple sur le semi-marathon de Lucerne qu'on a fait il y a quelques mois. Et j'étais hyper dynamique du premier kilomètre au peut-être 15e. Et à partir du 15e, en fait, c'était plus du tout le cas. Mais vraiment, j'en pouvais plus, je voulais plus courir. Et c'est Emma-Louise qui a pris le relais. Donc à partir du 15e jusqu'à 21 km, c'est elle qui était super déter. Enfin, elle pourra le dire juste après. Mais on a vraiment cette balance d'émotions où quand il y en a un qui est au plus haut, l'autre il est peut-être en bas. Mais du coup, ça s'équilibre, tu vois. Et je sais pas si c'est l'homme et la femme qui fonctionnent comme ça. En tout cas, nous, sur ça a fonctionné comme ça. Et c'est vrai que ça permet de bien équilibrer, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Emma-Louise, justement, par rapport à ça? Oui, parce que ce qu'il n'a pas ajouté, c'est que pendant les premiers, on va dire 10 km, c'est quand même lui qui m'a poussé, parce qu'on ne s'attendait pas à avoir un dénivelé comme ça. Et je n'étais pas entraînée pour. Mais pour revenir aux émotions, c'est vrai que moi, je pense que c'est surtout aussi les phases d'entraînement. Même surtout un semi-marathon, quand tu n'as pas trop de temps et qu'il faut vraiment bien t'entraîner. Je pense que c'est là aussi où tu libères des émotions, tu te dis, parce que tu as un planning un peu en tête, tu te dis, bon, pour arriver à cet objectif, il faut que je cours tant de fois par semaine, il faut qu'on fasse une séance de fractionné, il faut qu'on fasse une séance de sortie longue. Et je pense que sur les... Marius peut le confirmer, mais sur des séances particulières où on doit se pousser quand même un peu, c'était très libérateur d'émotions pour moi. Je pouvais presque pleurer, quoi, parce que c'était tellement vraiment un surpassement pour moi. Donc c'est vrai que sur ce point-là, sur libérateur d'émotions, je te rejoins complètement. Mais pour le semi, c'est vrai que je pense qu'on s'est assez bien complété. Il m'a poussé vers le haut au début, et vraiment il m'a permis de suivre. Et après, c'était à moi de reprendre le relais, parce que c'est vrai que lui, c'est oui ou non, hein. Donc quand c'est non, je m'arrête presque. Donc c'était un peu comme ça. Mais franchement, c'était une belle course. On est content. Je rajoute juste quelque chose, parce qu'en fait, à la fin du semi-marathon, donc quand je me suis arrêté de courir, Emma-Louise avait déjà fait un semi-marathon, mais moi, je n'avais jamais connu cette sensation après le semi-marathon. Et j'avais vraiment l'impression de ne pas être dans mon corps. C'est d'être vraiment absent. C'est-à-dire que tout ce que je prenais dans la main, je le faisais tomber. J'étais vraiment pas là. Et Emma-Louise, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais? On va où, etc. Et cette sensation de pas connaître des sensations dans ton corps, c'est des choses inexpliquées, que tu connaissais pas avant.
et tu t'es tellement dépassé que tu rentres dans cette phase où tu ne connais pas, bah, je trouve que c'est incroyable, quoi, de pouvoir explorer ces émotions aussi profondément que ça. Alors ça me fait venir une question rapidement avant de rebondir sur la partie d'entraînement, mais du coup, je veux bien votre avis aux deux, mais est-ce que vous pensez que c'est important justement de sortir de sa zone de confort par rapport à ça? Parce que là, ce que tu expliquais, c'est un peu le fait de découvrir de nouvelles choses. Bah, c'est même primordial. Je dirais que c'est un peu le moteur dans la vie. Quand on est arrivé en Suisse, moi, déjà, je pensais pas signer un CDI à Paris, et je pensais encore moins aller m'installer à Genève, et je pensais encore moins me mettre à courir. Et je dirais que toutes ces étapes-là, bah, c'est que de la sortie de confort. Je suis pas resté dans ma zone de confort. Je me suis dit, quitte à prendre des risques, et je pense que c'est super important. Ça fait vivre, enfin, de prendre des risques. Justement, on parle souvent des montagnes russes dans les émotions, etc. Mais le fait de sortir de sa zone de confort, ça te permet de découvrir des nouvelles choses, faire des choses que tu connaissais pas avant, rencontrer de nouvelles personnes. Et ça te permet aussi d'avoir de nouvelles opportunités. Je pense que c'est la clé pour avancer, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, que ce soit dans le sport ou dans le perso. Alors, du coup, il faut des fois revenir quand même dans sa zone de confort, pas tout le temps être Oui, en oui. dehors pour ceux qui nous écoutent. Mais, Un peu de stabilité aussi, mais oui. mais Non, mais moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais je pense que, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est important de sortir de sa zone de confort, tant dans le domaine sportif, parce que sinon, tu n'évolues pas, mais ça vaut aussi dans le domaine personnel, professionnel. Si tu restes au même endroit, ou dans ta zone de confort, bah, tu resteras là. Mais si tu as d'autres projets, d'autres ambitions, c'est important que tu sortes un petit peu. Alors oui, comme tu as dit, on n'est pas dans un mindset très à l'américaine, où c'est no pain, no gain, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, c'est quelque chose qui est quand même un peu plus smooth, mais c'est vrai que si tu as envie d'avoir un certain objectif, bah, il faut que tu te mettes un peu dans l'inconfort, je dirais. Et donc je pense que oui, ça fait partie de la progression. Voilà, pour moi, ça fait partie intégrante de la progression du personnel, et puis le fait d'avoir d'être en mouvement. Alors je vais juste reposer la question pour ceux qui nous écoutent, parce que Rémi derrière la caméra n'avait pas de micro, donc pour que vous ayez bien la question, et il demandait à Emma et à Marius, justement, Emma-Louise et Marius, si le fait de courir et de manger, de retourner à ce genre d'instincts primaires qui sont les bases de l'évolution humaine, permettent justement de libérer ces émotions et de mieux les vivre. Dis-moi si je me suis trompé dans la question, pas de souci. Non, bah oui, je pense qu'il y a une part de ça, c'est vrai, parce que le sport, au final, oui, ça unit, mais c'est vrai qu'on a besoin de pas grand-chose. On se dépense, on se surpasse ensemble, ou même on partage une activité sportive ensemble. Et c'est vrai que dans le monde actuel, même si je ne veux pas noircir le tableau, il y a quand même des gens qui se bougent, etc. Mais c'est vrai qu'on est dans un mode de vie qui est de plus en plus sédentaire, on travaille au bureau, on a aussi plus tendance à scroller, à être sur les réseaux, bref. Donc c'est vrai que je pense que c'est aussi de revenir à ces bases-là, de bouger, de se faire du bien, tout cet aspect aussi bien-être en fait qui est hyper important. Et puis après oui, c'est aussi le fait de manger, d'avoir l'aspect social en fait qui, quand on commence à déjeuner ou faire un brunch, le brunch est déjà je trouve un concept hyper sympa, où dans le sens on partage un moment sympa, décontracté, et puis de revenir à cette base-là, je trouve que il n'y a rien de mieux, je dirais, pour créer des relations qui ne sont pas peut-être superficielles parfois de nos jours, je dirais. Bah, c'est vrai que ce côté un peu on mange, on court, ça fait penser à la base, quoi. On chasse, on court. Mais je dirais que, comme disait Emma-Louise, la sédentarité aujourd'hui, c'est un peu un problème. On a de plus en plus de mal à se bouger parce qu'on a des choses qui nous retiennent, du style les écrans, tous les réseaux sociaux qui proposent de scroller de haut en bas, forcément ça fait perdre du temps. Et donc oui, je dirais que le running, ça fait partie des sports qui sont extérieurs et qui permettent vraiment une libération totale. Quand on va à la salle de sport, c'est bien, on pousse des poids, etc. On reste quand même enfermé dans un endroit. Avec des gens, on est cloisonné, quoi. La course, c'est un espèce d'univers sans limite.
C'est-à-dire que tu peux aller où tu veux. Si tu as envie de courir 150 km, alors faut pouvoir le faire, mais si tu as envie de le faire, tu peux. Si tu veux rejoindre Paris, si tu veux faire Paris-Genève en courant, libre à toi, tu vois. Il n'y a aucune limite. C'est ça qui est beau dans ce genre de sport. En parlant de courir à 150 km, je sais qu'on est dans les Alpes, en Suisse. Est-ce qu'un UTMB, quelque chose comme ça, un jour pour vous, c'est quelque chose? Je sais pas. Déjà, le marathon, moi, ça me fait un peu peur. Mais pourquoi pas un jour. C'est vrai, là, on va pas mentir. Depuis qu'on est rentré de Lucerne, on a un peu ralenti la course à pied, même si on doit continuer parce qu'on anime les Run and Brunch et qu'on peut pas se permettre de plus savoir courir. Mais c'est vrai que là, à court terme, on a tellement de trucs en tête que pour l'instant, un UTMB, peut-être pas. Je parlais pas forcément à court terme, mais dans la vision sur le long terme, mais c'était pour faire un peu le lien avec la région. Sur le long terme, pourquoi pas? Moi, franchement, je me mets aucune limite de mon côté. Je pense même, pourquoi pas tester le trail. Je sais que là, j'ai acheté un vélo parce que j'ai envie de commencer à faire un peu de vélo en ville, etc. Franchement, why not? Avant les enfants, en tout cas. Non, mais je pense que t'as tout dit. C'est vrai que c'est une question de phase. Hein. Je pense que peut-être là, on se dit, ah non, franchement. Puis c'est ce que je me dis, honnêtement. Hein. Mais peut-être que c'est un projet qui va évoluer. Je pense que aussi, on est un peu dans cette dynamique-là de faire plutôt pour l'instant de la performance que de la longue durée. Et je pense qu'on est peut-être meilleur en ce moment dans de la performance que de la longue durée. Même on s'est dit, après le semi, un 10 km, mais avec un chrono qui est plutôt bon, ce serait plutôt quelque chose qui va plus nous motiver que de faire un marathon qui, pour moi, je pense, et je pense que je pense vraiment faire un marathon à long terme, mais pas maintenant. Mais ouais, je pense que c'est... Puis comme l'a dit Marius aussi, moi, j'adore faire plusieurs sports, et puis le fait de s'engager dans un projet qui nécessite tant de préparation, en fait, on se focalise sur ce sport-là. Et puis les autres, on peut... Bien sûr, c'est mieux d'avoir des sports à côté pour justement l'intégrer dans ta préparation, mais quand même, tu te focalises sur un sport et les autres, tu les mets un peu à part. Ce qui m'avait un peu frustrée d'ailleurs pour la préparation du semi, parce qu'on avait un délai réduit, et donc tous mes sports à côté, c'était court. Je vois. C'est hyper intéressant de voir ça comme ça. Je posais aussi la question pour préparer celle-ci, entre guillemets, sur la vision et les objectifs qu'on a. Alors là, on a beaucoup parlé de sport, mais au final, Run and Brunch, c'est aussi un peu un projet entrepreneurial, ce qui est tout aussi intéressant parce que les auditeurs sont en général soit des sportifs, soit des entrepreneurs sur ce podcast. Comment est-ce que vous définissez ou vous posez vos objectifs, que ce soit du coup dans le sport ou dans l'aspect entrepreneurial avec Run and Brunch et la suite, comme on va en parler un peu après? Les objectifs déjà avec Run and Brunch, c'est qu'au départ, il n'y en avait pas. On a créé un compte Instagram juste pour essayer de rencontrer du monde et ça a marché. Et c'est vrai que là, on a 2100 abonnés. Donc, c'est des gens qui s'abonnent soit suite à l'événement, soit parce qu'ils voient nos réels ou ce qu'on fait en Suisse. Et les objectifs, je dirais que tout le monde rêve de vivre de sa passion. Parce que c'est ce qui fait le plus plaisir, c'est de pouvoir se rémunérer avec quelque chose qui t'anime le plus possible, et c'est en général le sport. Après, c'est des objectifs qui sont ambitieux parce que y a plein de choses à penser derrière. Mais je dirais que l'objectif à court, moyen terme, c'est de faire en sorte que les gens ils connaissent ce qu'on fait, de le développer sur plein d'autres sports, du pilate, de la boxe, de la natation, que ce soit n'importe quoi. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait le sport, donc que ce soit le running, la natation, le trail, le vélo. Et pendant ce moment-là, on est sur un moment d'effort. Donc du coup, on n'est pas vraiment ouvert socialement parlant, sauf si on est très très bon et qu'on peut parler tout en courant. En général, il y a des gens qui peuvent le faire, mais c'est pas le meilleur moment. Et nous, on s'est dit, quand on ajoute un événement à la fin, en plus d'avoir eu la satisfaction de finir ce que tu as fait, donc que ce soit 5 km ou 10 km, tu partages un moment convivial avec des gens. Et le fait d'avoir libéré toutes ces endorphines liées au sport te permet d'être encore plus ouvert quand tu vas discuter pendant le brunch ou pendant n'importe quel événement, parce qu'on a fait Run and Drink, Run and Fondu et Run and Brunch.
Et à chaque fois, les gens, ils sont tellement ouverts. Donc je dirais que l'objectif sportif, c'est forcément nous de se développer sur d'autres sports, comme le fait Emma-Louise, tester des studios de sport, que ce soit de pilates ou de crossfit, des choses comme ça. Et l'objectif entrepreneurial, c'est de faire connaître ça, l'ouvrir à tous les sports, que les gens connaissent le concept et qu'on essaye vraiment, en tout cas pour l'instant sur la Suisse, de développer ce concept sur tous les cantons, sur plein d'autres villes, et que les gens qui se sentent seuls aujourd'hui puissent se dire qu'il y a un concept qui est complètement pour eux, quoi. C'est intéressant de voir ça comme ça. Est-ce que Emma-Louise, tu voulais rajouter quelque chose? Non, vas-y, je te laisse enchaîner comme Je ça. meuble en général pendant le passage de micro, c'est pour ça qu'il y a un peu de temps de réponse entre les deux pour ceux qui nous écoutent. C'est trop cool de voir ça comme ça, et ça me fait penser justement ce que tu disais, le fait de lier le sport et un événement un peu de connexion entre eux. Ça me fait penser aussi un peu avec Hot Ones, où les invités répondent à des questions en mangeant des sauces épicées. Est-ce que le sport a un peu ce même effet, le fait de faire l'échange après le sport permet aussi d'avoir un peu cet effet où ça diminue les barrières et où les gens sont plus ouverts et plus sociables pour connecter entre eux? C'est vrai que je pense justement que tu as bien résumé la chose. Déjà, tu as partagé la même course. Donc, on a fait tous le même parcours, les mêmes conditions. Des fois, on avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Enfin, beaucoup de pluie, non, ça a été, mais beaucoup de vent. Donc, tu as déjà un sujet de discussion. Et c'est vrai que d'avoir justement je dirais le brunch. Après, c'était le run and drink. Le run and fondu, ça a été aussi un très gros événement. Mais les discussions vont très naturellement, et même je dirais avant la course, les gens se retrouvent, discutent entre eux, on fait la course et on se retrouve après, et là vraiment c'est le moyen parfait pour parler de tout, de rien, et comme on l'a dit avec Marius, c'est vrai que ça se fait tout seul, on n'a pas besoin. Moi j'étais un peu soucieuse au début parce que je me suis dit ils participent à cet événement, ils ont peut-être des attentes de cet événement, donc j'avais parfois envie de mettre de l'ambiance ou de l'animation, mais c'est vrai que ça se fait tout seul parce que les gens ont fait cet effort ensemble, se retrouvent après, échangent, et puis c'est juste super. Et puis l'idée aussi des autres sports, ça c'est aussi, je dirais, la petite graine est venue parce que en fait on l'a eu des gens qui participaient. Ils se sont dit, mais moi je fais beaucoup de vélo, ça serait une bonne idée de faire aussi du vélo. Je fais de la natation, ça pourrait être une bonne idée. Je fais de la boxe, beaucoup font du pilates. Enfin, en fait, tous ces sports-là peuvent faire je dirais, un événement à part entière où justement les gens font le même sport, donc ont déjà un point commun. Et après, je trouve que ça se fait vraiment naturellement, et il n'y a jamais quelqu'un qui est tout seul dans son coin. On a des gens de tout âge qui se mélangent super bien, des gens qui viennent d'arriver et qui sont un peu dans la même problématique que nous au départ, donc on est là aussi pour dire on connaît bien votre situation, et puis voilà. C'est vraiment, je trouve un super moyen où il n'y a pas de jugement et tout le monde est vraiment le bienvenu, comme les confirmés, comme les débutants, comme ceux qui ne pensent pas savoir courir. Il faut vraiment avoir zéro appréhension parce qu'il y a vraiment de tout niveau. Voilà, je dirais ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je dirais qu'il y a vraiment comme disait Emma-Louise, tout type de personnes, et même parfois on a des gens qui sont à première vue introvertis, et qui viennent quand même à la course, au Run and Brunch, et qui en fait ont tellement de choses à raconter. C'est tellement intéressant de parler avec tous ces gens qu'on n'aurait pas vu si on n'avait pas organisé ces événements, quoi. Très, très cool. Pour parler un peu de la suite, justement, vous avez amorcé un peu le fait d'avoir des ambitions, des objectifs, rajouter des sports par rapport à tout ça. On en a parlé un peu en off avant avec Marius, où tu me présentais potentiellement la suite du projet. La première question, c'est quelle est la suite justement pour Run and Brunch? Run and Brunch, c'est un service qu'on a créé, et du coup, on a réfléchi pendant pas mal de temps à comment est-ce qu'on peut adresser des nouveaux marchés. Donc c'est vrai que faire un natation and brunch avec le nom Run and Brunch, ça collait pas trop. Même quand on faisait tous les autres sports, ça collait pas trop, du moment qu'en fait on a vraiment associé le running. Donc on s'est dit, on va créer quelque chose au-dessus qui va vraiment encadrer tous les sports et qui va pouvoir proposer beaucoup plus de possibilités.
Et du coup, c'est Pace Society sur le suite. Et Pace Society, le concept, c'est de regrouper tout type de sport avec un événement à la fin qui permet de créer et de tisser des liens. Donc, on travaille sur, en ce moment, des projets. On peut en teaser un peu, notamment un, qui sera du Pilates and Brunch. Donc, moi, je suis moins Pilates, c'est plus du Reformer. Mais l'idée, c'est qu'on ouvre tous ces sports. On s'est rendu compte que c'était vraiment la clé. C'est la libération d'endorphines, la satisfaction après avoir fini le sport. En fait, c'est un espèce d'énorme icebreaker qui fait qu'une fois que tu vas à l'événement, après, tu peux pas ne pas parler. Enfin, on n'a jamais vu personne ne pas parler. Les gens sont hyper ouverts. Comme disait Emma-Louise, ils pratiquent la même discipline. Donc voilà. Et on s'est dit, on va, avec Pace Society, ouvrir les possibilités et proposer tout type de sport. Et du coup, l'idée, c'est que nous, on crée le concept, mais que les gens nous proposent des choses et que s'ils ont envie d'être ambassadeurs de la marque, donc d'animer un natation and brunch, d'animer un box and brunch, et en fait, ils le fassent. Nous, on va s'occuper de trouver les gens parce que on aura la communauté et de trouver le brunch. Et les gens, ils ont juste besoin d'être des bons leaders. Mais normalement, quand tu kiffes ton sport, tu te poses pas de questions. Et du coup, voilà. Ça, c'est l'idée de Pace Society et la prochaine suite du projet. Donc à suivre. À suivre. Est-ce que Emma-Louise veut rajouter des choses là-dessus ? Non, mais oui, ça rejoint un peu l'idée de Marius, c'est d'offrir le choix, en fait. C'est la course, c'est vrai que nous, toi aussi, tu défends la course, mais parce que nous, on le pratique, mais pour ceux qui ont peut-être peur, qui ont peut-être un autre sport en tête, c'est d'offrir vraiment le choix pour tous. Puis c'est aussi de proposer des sports où, justement, on a déjà un point commun avec les gens. Je pense que pour le Pilates et Reformer and Brunch, je pense que les gens vont se retrouver et vont vraiment avoir un point commun. Je ne pense pas que ça s'adresse à tout le monde, notamment Marius, que j'essaye de mettre au Pilates depuis 3 mois, mais sans succès. Mais c'est vrai que je pense que ça fait juste un point commun de plus avec le sport et la discipline. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir le choix, en fait, d'avoir le choix et d'avoir toujours ce combo gagnant qu'on trouve pour l'instant avec Run and Brunch, l'effort et puis la récompense, en tout cas le lien social avec les gens. Ok, donc pour ceux qui nous écoutent, bien sûr tous les réseaux pour voir la suite. Je sais qu'il y a quelques projets qui vont venir, qui vont être sympas. Je ne sais pas si on peut le teaser aussi. Il y a normalement à la période où l'épisode sortira, on peut totalement, mais le week-end qui suit la sortie de cet épisode, il y a un premier événement en lien avec Crisis, donc qui se fera sur Genève, donc un Run and Brunch X Crisis. Pour ceux qui nous écoutent. Donc si jamais vous êtes de la région que vous voulez venir, n'hésitez pas. Vous pourrez me contacter par DM Instagram ou je pense Marius ou Emma-Louise si vous voulez un peu plus d'informations. Il y aura d'ailleurs je fais un peu de vente, mais il y aura aussi quelques précédents invités du podcast si jamais ça vous intéresse. Donc ça sera l'occasion de partager un running ensemble, un brunch et en même temps de pouvoir échanger avec quelques invités que vous avez appréciés. Mais pour toute la suite, je pense que ça sera déjà mis en amont sur les réseaux et vous pourrez voir la suite en story. Pour enchaîner un peu l'épisode, en général, j'aime bien changer un peu la dynamique avec un mini-jeu pour pouvoir accélérer ou ralentir le rythme et changer un peu d'air, justement, comme une sorte de second souffle dans le running. Juste avant du coup de commencer le mini-jeu que je vous ai préparé, je prends juste mon téléphone pour avoir les questions et pas me tromper, qui est le meilleur et le pire. Juste avant, pour ceux qui nous écoutent, du coup, n'oubliez pas de partager l'épisode si ça vous a plu ou si vous voulez mettre en lumière que ce soit Crisis, Run and Brunch ou Pace Society. Il y aura également tous les liens dans la description pour le retrouver comme à chaque fois, que ce soit ceux de Crisis et ceux des projets de Marius et Emma-Louise. Le mini-jeu que je vous ai préparé aujourd'hui, c'est le meilleur et le pire. Le but, c'est que je vous pose des questions et pour vous, c'est de répondre entre guillemets le plus spontanément possible ce qui vous vient en tête. Alors c'est la première fois que je fais ce jeu avec 2 invités, donc je ne sais pas comment vous voulez faire et comment on va faire, si chacun répond de son côté à la question ou si chacun répond à une question à tour de rôle. Je vous laisse décider et choisir. La première question qui est Emma-Louise a le micro en main, donc elle peut y répondre en premier. La première question est la pire matière à l'école. La pire matière à l'école, je dirais physique-chimie parce qu'on a regardé Breaking Bad hier et je me suis dit oh non, les TP, j'aimais pas ça. Et pourtant j'ai fait de la bio après, mais ouais, non, physique-chimie.
Mathématiques. Ouais. Horrible. Horrible. Une raison spécifique ou Ouais. juste les chiffres Ouais, de toute façon, j'étais pas très bon à l'école, mais les maths, j'ai jamais aimé, quoi. Et pourtant, t'as pas trop le choix, hein, mais... Ouais. En plus, maintenant, tu es dans l'informatique, non? Dans Ouais. l'IT. Donc, ça revient un peu. Enfin, Ça revient un peu, ouais. Mais vu que je code pas, ça va. ok. La prochaine question. La meilleure musique pour s'entraîner. Donc, selon Marius, vu qu'il a le micro en main et on passera la main à Emma-Louise aussi après. C'est compliqué. Ouais, mais moi, j'aime bien... Alors, comment elle s'appelle, cette musique? Run, boy, run. Tu vois, un truc comme ça ou Ouais. pas? Bah voilà, c'est ça. On est vraiment très très nul en titre et ouais, on retient pas, mais on pourrait vous faire écouter des morceaux, mais je pense aussi aux morceaux, tu sais, qu'on met souvent qui est assez. En fait, on a une playlist qui s'appelle Pay Society et dessus, on a tous les morceaux qu'on écoute pour courir. Plutôt de la grosse house. La playlist est publique ou pas du tout? Ouais, les publics, ouais. Sur Spotify? Sur Spotify. Et bah, j'essaierai de mettre le lien dans la description pour ceux qui nous écoutent. Ça sera plus simple d'écouter que de retrouver les titres. Le pire conseil que vous pourriez donner du coup à quelqu'un qui veut commencer à courir, celui qu'il faut absolument pas écouter. Cours avec des chaussures de ville. Est-ce qu'Emma Louise a quelque chose à Moi, je rajouter? dirais, tu commences par un semi-marathon. Voilà, tu subis le truc, ouais, je pense. Vas-y, t'attaques. Pire conseil. Ouais, pire conseil. Et du coup, à l'inverse, le meilleur conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui veut commencer à courir. Alors, j'entends derrière la caméra que ça rigole parce que c'est invité à commencer la course à pied avec un semi-marathon où je l'ai prévenu la veille. Mais il a été assez courageux pour venir et s'en est très bien sorti. Faut du talent quand même pour ça. Mais le meilleur conseil, je pense, c'est kiffe, profite et prends du plaisir. Écoute un podcast de Chrissy en courant et tout se passera bien. Parfait. Et en plus, pour kiffer, après, s'il y a l'apéro, c'est encore meilleur. Voilà. Avant-dernière question, mais le pire moment que vous avez eu sur le projet depuis son début, que vous avez vécu, autre que le déménagement qu'on a cité précédemment? Bah, toutes les fois où on se demande en fait s'il va y avoir assez de monde, notamment la première fois où on a lancé le projet, on a lancé les inscriptions, on avait signé du coup une date avec le brunch, donc c'était sûr, on avait bloqué la date, on avait dit le nombre de personnes et on avait 3 semaines pour trouver les participants et c'était super stressant, on n'était pas hyper à l'aise. On voyait les inscriptions, mais c'était petit à petit. Et au final, ça s'est super bien passé. Mais c'est vrai qu'il y a ce moment de stress où tu te demandes un peu est-ce que j'ai fait le bon choix? On s'est quand même lancé un peu sans trop réfléchir, quoi, dans le fond. Mais au final, ça s'est bien passé. Quelque chose à ajouter ou c'est bon, Emma-Louise? Non, je dirais juste les annulations de dernière minute, mais bon, on a réglé le souci, donc voilà. C'était plutôt Pas de souci. Et à l'inverse, du coup, votre meilleur moment sur ce projet depuis le début? Je pense que tu vas dire pareil, c'est le Run and Fondu. Le Run and Fondu, on était 50. Franchement, c'était vraiment un moment de partage. Il faisait froid, on a eu le soleil. Enfin, toutes les conditions étaient au top. Voilà, le Run and Fondu. Il y a 2 runs qui m'ont marqué. Il y a le Run and Fondu et un autre run qu'on a fait. Donc c'était celui qui était juste avant le Run and Fondu, qui était un Run and Brunch. Et où en fait on est resté 3h30 dans le brunch parce que les gens s'entendaient tellement bien et c'était tellement convivial qu'on est resté super longtemps. Mais c'est vrai que le Run and Fondu, alors on l'a fait avec un autre run club qui s'appelle Not So Fast, qui est un running club genevois et avec qui on a collaboré pour faire cet event. Mais franchement, c'était incroyable, genre de voir tous ces gens et puis t'es un peu derrière parce que tu coordonnes le truc, donc tu t'occupes un peu des aspects entre guillemets chiants, mais tu observes et quand tu observes, tu te dis ah ouais, c'est nous qui avons ramené ces gens. Enfin, ces gens ils courent parce qu'ils adhèrent à ce qu'on a créé. Et quand tu repenses à comment on a créé le truc et d'où on part, on était quand même super contents et on est rentré trop heureux pendant plusieurs jours, quoi. Après, ramener du monde avec une fondue, ça va encore. Enfin, sauf pour les intolérants au lactose, mais il y a une bonne cause, quoi. Dis-toi qu'il y avait même des intolérants au lactose qui sont venus à l'événement.
Ok. Et du coup, ils ont eu. Enfin, bonne Salade. question. Comment vous gérez ce genre de choses? Est-ce que vous préparez en amont s'il y en a qui ont des allergies ou des trucs spécifiques, s'ils vous préviennent, ou là, dans le cas de l'intolérance? Bah, on pose les questions en amont, on a un groupe WhatsApp. En fait, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, on a un lien, on a un mail qui s'envoie automatiquement avec toutes les informations concernant le running. Et dedans, un lien pour accéder à notre groupe WhatsApp. Dans ce groupe WhatsApp, il y a 2 conversations, une avec les annonces, une où tu peux parler. Et nous, on envoie en général, on demande s'il y a des allergies, s'il y a des intolérances, juste avant le brunch. Comme ça, on est au courant un peu de ce qui se passe. Et puis, vu qu'on est maximum 30 personnes pour les run and brunch, bah, ça limite un peu On n'est pas 200, donc même au cas par cas, on peut le gérer. Ok. Merci beaucoup pour cette partie. En général, après le mini-jeu, on repart dans une petite partie un peu d'échange qui n'est pas forcément cadrée, où le but c'est d'avoir des questions qui sont en lien avec ce qu'on a vu avant ou pas forcément, peu importe. Il y a une question que j'aime bien poser en général aux invités, et vous en avez un peu évoqué tout à l'heure avec le fait de vivre de sa passion, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, mais j'espère que ça viendra. Est-ce que vous êtes heureux? Première question. Et deuxième question qui vient à ça, si oui, sur quels critères vous basez votre niveau de bonheur justement? 10 sur 10. Parce que déjà, moi je réponds pour moi, et puis après Malus répondra pour elle, mais on s'est trouvé. Enfin, moi je pense que c'est vraiment important dans ce que tu fais, et notamment quand tu crées quelque chose, de le faire avec quelqu'un que t'aimes, c'est encore plus kiffant. Et du coup, ce qui fait qu'on traverse les émotions ensemble, on traverse les galères ensemble. Déjà, on n'est pas tout seul à les gérer, c'est super important. Et ça nous procure tellement de bonheur à deux. Vu qu'on a rencontré les difficultés ensemble, on les a surmontées aussi ensemble. Du coup, créer ça à deux, c'est juste passionnant. Alors parfois, oui, il y a des moments où forcément, tu te prends la tête pour des trucs un peu cons, quoi. Et qui, de base, tu devrais pas te prendre la tête dessus, mais ça fait partie du jeu et ça reste tout de même hyper enrichissant. Enfin, moi, là, le bonheur est 10 sur 10. Depuis qu'on est arrivé en Suisse, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment le grand kiff. Et Louise, la réponse? Moi, je vais dire 2. Hein. C'est horrible de vivre avec lui. Non, moi, je mets 9 parce qu'on peut toujours être plus heureux si on pense comme ça. Mais je pense qu'aussi, il ne faut pas oublier qu'on est venu en Suisse. On a chacun notre travail de notre côté. On est très content aussi de notre travail-là. Et on a justement un mode de vie qui est assez dynamique. Et moi, pour ma part, j'adore ça parce qu'on a plein de projets. On a aussi notre travail où on s'épanouit aussi sur cette partie-là. C'est vrai que Marius, je pense que tu as vraiment envie de... Il a vraiment cet aspect entrepreneurial aussi. Mais on est épanoui dans nos travails aussi respectifs et puis dans ce projet qui est commun. Donc oui, je dirais 9. Et quand tu parles de critères de bonheur, c'est une hyper bonne question, je trouve. Je pense que c'est d'avoir la forme, d'avoir la santé et d'être surtout entouré. Je pense que c'est vraiment ça, d'être stimulé en fait au quotidien et d'avoir envie de te lever le matin. C'est pour moi, c'est à ce moment-là que tu es heureux. Et le fait, oui, bien sûr, d'être accompagné, c'est encore plus le bonheur, quoi. Mais voilà, je dirais que c'est ça. Merci pour ce retour. J'aime bien demander aussi de temps en temps à des invités. Là, il y a l'avantage que, entre guillemets, que vous êtes entrepreneur et sportif à côté. Même si le projet ne se suffit pas encore à lui-même, mais vous avez quand même la casquette entrepreneur, à mon sens. Est-ce que vous avez des routines ou des habitudes que vous faites régulièrement ou quotidiennement, justement, qui vous aident à vous mettre soit dans un bon mood pour la journée et vous dire là, aujourd'hui, ça va être une bonne journée, ou à mettre ses chaussures pour aller courir quand il fait moche, entre guillemets? Ouais, moi, je pense que il y avait une phase où j'étais vraiment à fond dans cette... Je lisais des livres comme Miracle Morning Routine, tu vois, des choses comme ça, où vraiment c'était assez cadré. Maintenant, c'est beaucoup plus souple, hein, mais oui, je pense que le fait de se lever, de faire de la gratitude, de faire du journaling, et même, je pense que de faire juste 10 minutes où tu réveilles un peu ton corps, tu t'étires, tu sais pas, tu sautes, enfin bref, tu te réveilles. Enfin, de faire cette routine-là le matin, hop, déclencher ta journée. Et après, je pense que c'est d'autres choses aussi, c'est le fait de prendre du temps pour petit déjeuner ensemble, voilà, petit déjeuner salé, on aime bien, enfin, on a un petit peu ces petites habitudes qui fait qu'après, la journée est lancée, mais je pense que la routine du matin, elle est
elle est assez déterminante parce que c'est comme ça que tu commences ta journée, puis voilà, que tu lances bien ta journée, quoi, je dirais. On a pris l'habitude, alors on le fait pas tout le temps, donc je sais pas si c'est une habitude, mais en tout cas quand on veut parler de Pace Society ou des projets à venir, on part de la maison. Parce qu'en fait, c'est pas qu'on n'arrive pas à réfléchir chez nous, c'est juste qu'il y a beaucoup plus d'éléments potentiels de distraction. Du coup, on se met dans un café et on va dire pendant 2 heures, 1h30, 2 heures, on fait du deep work. On se laisse quand même, on peut parler d'autres choses, etc. Mais on se focus vraiment sur ce qu'on a à faire. On fait une liste de ce qu'on a à faire et on essaye de l'accomplir avant de partir du café. C'est souvent le dimanche, tu vois, sur des jours un peu calmes où parfois tu te dis ouais, je vais passer un dimanche tranquille, mais genre c'est bien aussi, tu vois, de faire ce genre de truc. Ça permet vraiment de cadrer les choses, quoi. Ouais, de séparer du coup la partie pro et perso, d'autant plus que vous êtes ensemble dans la vie de tous les jours et en même temps sur le projet, donc ça peut éviter de faire une crise en cuisine ou dans le salon sur un projet alors que c'est pas le lieu. Emma-Louise, tu as parlé de journaling. Est-ce que toi, Marius, tu fais du journaling ? Pas du tout. Moi, je suis partisan du je me lève le matin et tout va bien si je souris à la vie, quoi. Je suis beaucoup plus en fait cartésien, je m'en fous un peu, quoi. Tu vois, je vais vivre le moment comme il vient et puis je pars du principe que faut avoir confiance dans ce que tu fais. S'il se passe quelque chose de mal, c'est que c'était voulu. S'il se passe quelque chose de bien, c'est pareil. Et du coup, l'acceptation de ces moments-là, donc quand il y a un truc qui se passe pas bien, tu l'acceptes et tu rebondis. Moi, je dis toujours que s'il y a un down, c'est pour une bonne raison, tu vois. Je sais que genre nous, si on est arrivé en Suisse, qu'on a vécu un peu toutes ces galères-là et tout, c'est pour qu'il se passe quelque chose de bien après. Je pense que la vie, c'est aussi une question de rebond et de comment tu appréhendes les choses quand il y a des difficultés qui arrivent, quoi. Comment on se relève de cette crise ? Ouais, voilà, c'est ça. Question pour Emma-Louise, du coup, vu que tu as abordé le sujet du journaling, c'est un sujet qui revient souvent parmi les invités du podcast, parce que certains le pratiquent, tout le monde a sa manière de le pratiquer. On en a parlé beaucoup avec Adrien Schauch, qui est maintenant vidéaste. On en a parlé beaucoup aussi avec Arthur Planck, qui est préparateur mental et qui disait que la première étape pour se connaître soi et vraiment savoir quoi faire, c'est de faire du journaling. Comment est-ce que toi, tu l'utilises ? On a compris le matin, mais comment... Le matin, mais aussi ça m'arrive aussi le soir, quand je passe des moins bonnes journées, je dirais, où j'essaie de... Alors des fois, c'est vraiment... Comme tu dis, oui, chacun sa pratique, mais parfois, quand j'ai passé une mauvaise journée, c'est de trouver 3 points positifs de ma journée. Donc voilà, parce que c'est vrai que le cerveau, ça aussi, c'est un sujet qui m'intéresse, mais le cerveau a tendance à retenir que le négatif. Et justement, le fait de se rappeler des 3 petits highlights de ta journée, pour moi, ça m'aide. Et le matin, je dirais, ça serait un peu comment je visualise cette journée, comment j'aimerais me sentir aujourd'hui. Aussi, je trouve que ça, c'est peut-être moins du journaling, mais c'est les listes. Moi, je pense que je suis plus routinière que Marius. Moi, j'aime bien avoir des petites choses dans ma journée et je me dis, ça y est, je suis on track, enfin, je suis bien. Mais c'est vrai que je pense le fait de faire une liste de ce que tu as à faire la journée, c'est une clé vraiment, je trouve, hyper importante pour être productive la journée et puis aussi pour savoir où t'en es et savoir ce qui te reste à faire que d'être dans le flou. C'est aussi important, mais le journaling, c'est vraiment sur je pense, le ressenti, comment je visualise cette journée, comment je me sens. Et puis voilà, et puis c'est aussi important, je trouve, de relire un peu aussi les pages d'avant. Quand tu reviens 6 mois après, tu te dis, j'étais comme ça, je faisais ci, etc. Et tu te rends beaucoup plus compte de l'évolution que tu es en train de faire et tu te dis, franchement, c'est pas mal ce que j'ai fait. Du coup, question concrète pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu une question que je pose souvent quand on aborde le sujet du journaling. Chacun a sa manière de faire, de pratiquer ça. Là, tu as parlé des listes, de la gratification, ce que tu notes. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut commencer ou qui a envie d'essayer pour voir si ça fonctionne avec lui ou pas ? Et entre guillemets, 1 ou 2 conseils ou une ou 2 questions par lesquelles commencer, parce que c'est souvent un sujet quand on veut s'y mettre on ne sait pas par où commencer parce que tout le monde a sa sauce, entre guillemets. Justement, je pense que c'est ça qui est super, c'est que tu le fais à ta manière. Alors moi, je
en quelques conseils, je dirais d'avoir un joli carnet, enfin réconfortant. Moi, il est hyper, vraiment, tu as envie de le garder pas loin de toi, donc avoir un carnet sur lequel tu aimes bien écrire, un stylo quoi tu aimes bien écrire. Et je pense aussi, c'est les premières pages, elles vont être gênantes, je pense. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, tu vas pas savoir quoi trop écrire. Tu vas dire, c'est un peu nul ce que je dis. Puis après, au final, tu as des formules de phrases qui reviennent plus naturellement, plus simplement. Et c'est une habitude. Hein. Donc, si tu le fais 2 jours par mois, bah, voilà. Je pense que tu te laisses le mois, tu le fais assez sérieusement. Puis après, en fait, tu vas ressentir le besoin et l'envie de noter tout ça. Mais ça prend pas tant que ça. Si on se consacre un petit temps dédié, ça aide vraiment. Donc je pense que voilà, c'est une habitude qui se met en place, qui doit se mettre en place. Merci beaucoup pour ce partage. Dernière question que je pose souvent à des invités avant de partir dans la partie un peu plus recommandations et questions de fin. Je ne sais pas si vous allez l'aborder ensemble ou chacun en séparé, mais la question c'est quel est le plus gros mensonge que vous avez fait croire et pourquoi ? Alors, le Père Noël a déjà été cité, si jamais. Ah mince. Là, je pense que toi, tu as plus de mensonges en stock. Toute ma vie est un mensonge, non. On m'a fait croire que j'en étais pas capable, enfin que j'étais capable de rien à l'école. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on était à Nantes avec ma famille et Emma Louise. Et ma mère a ressorti tous mes anciens bulletins. Et waouh! Je pense que quand t'es enfant, tu réalises pas trop, ou plutôt t'en rigoles. Tu te dis le prof il m'a mis une mauvaise appréciation, c'est trop drôle. Et en fait, ça dure de la 6e jusqu'à la seconde, voire jusqu'à la première. Et on m'a souvent dit que je ferais rien, quoi. Que je serais capable de rien. Souvent c'était des profs, quoi. Même en regardant mes parents, quoi. Même pendant les réunions parents-prof, t'en avais qui disaient qu'est-ce qu'on va faire de Marius, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et c'est le plus gros mensonge parce que soit tu t'enfermes dans ce mensonge et tu te dis je suis capable de rien parce que tout le monde me l'a dit, ou alors tu te bats contre ce mensonge et puis tu prouves à tout le monde, pas forcément pour prouver et pour montrer, mais juste pour te prouver à toi-même que t'es capable, en fait. Et c'est vrai que j'ai eu cette révélation quand j'ai commencé, en fait, à faire des études. Parce que de base, je voulais pas faire d'études, j'avais été découragé par tout ça. Et au final, j'ai fait 5 ans d'études parce que j'aimais bien, parce que j'apprenais des choses, parce que je faisais ce qui me plaisait. Et c'est vraiment Donc, une petite revanche, quoi. C'est très touchant de voir ça comme ça et ça me fait beaucoup penser aussi, on a pas mal parlé d'Alexandra aussi en off parce qu'on organise des trucs ensemble. Ouais. Et je crois que c'est la même réponse qu'elle m'avait donnée dans le sens où le plus gros mensonge qu'on m'a fait croire, c'est que j'en étais pas capable ou que j'avais pas le droit de faire ça ou d'aller là parce qu'on m'avait tellement confronté avec cette idée que je pouvais pas. Et je trouve ça intéressant de voir que ça revient comme ça aussi avec d'autres personnes. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu as dit que soit en fait c'est une fatalité et on colle à ce que les gens disent de nous, soit on l'utilise comme catalyseur pour pouvoir se développer. Est-ce que tu aurais quelques conseils à des personnes à qui on leur fait croire justement ça, pour pouvoir se développer et se sortir de ces croyances? Je dirais que vraiment la clé, et c'est ce que je disais à Emma Louise quand on s'est rencontrés aussi, c'est n'écoute personne. N'écoute personne, ne laisse personne te dire que t'es pas capable de ci, ou que tu devrais faire ci, ou que tu devrais faire ça. Nous, quand on est parti en Suisse, y a des gens qui nous ont dit que c'était pas une bonne idée. Mais le secret, c'est d'écouter personne. En fait, les gens sont pas dans ta vie. Les gens peuvent pas savoir mieux que toi ce que toi tu veux. Même si tu penses que t'es perdu, même si tu penses que t'en es pas capable parce qu'on te l'a dit, c'est faux. C'est faux. Demain, tu peux faire n'importe quoi. Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est toi. C'est ta vie, c'est tes choix. Le secret, c'est de laisser personne mettre une barrière entre toi et tes choix. Parce que c'est ça, c'est ce qui va déterminer qui tu es plus tard. Il faut laisser personne marcher sur ça. Et même si on t'a fait croire pendant ta jeunesse que tu n'en étais pas capable, on s'en fout. Continue de pas écouter les gens, fais ce qui te semble bon pour toi.
Alors dans la limite du bien, hein. Je veux dire. Non, mais je pense qu'on a on avait tous compris. On avait tous compris. Mais merci pour ce retour. Et en fait, c'est un truc que je trouve intéressant et important à mettre en avant parce que c'est quelque chose que j'essaye de faire aussi avec le podcast et que la majorité des invités, voire la totalité, font aussi, c'est d'éviter de mettre des injonctions aux gens, dans le sens où on peut écouter ces personnes, mais le but, c'est pas de croire ce qu'elles nous disent, d'écouter et après de juger si c'est bon ou pas de prendre en note ce qu'on nous a dit. Donc, merci pour ce retour. Est-ce que tu as, Emma-Louise, un mensonge que tu veux nous partager? C'est dur de passer après ça, franchement. Non, je pense que c'est... Le mensonge, là, j'ai pas d'exemple concret. Je dirais que c'est plutôt, parfois, je dirais, les situations ou le cerveau, où tu te dis non, je suis pas capable de faire ça, non, je suis nulle pour faire ça, ou juste l'environnement, t'as un travail, je sais pas, puis ça te correspond pas, et donc tu vas penser que c'est toi qui es nul, tu vas penser que c'est, tu vois, et c'est toutes ces choses là, je pense, qui peuvent te mentir au quotidien, mais qui ont des conséquences un peu plus, enfin sur le long terme, qui ont des grosses conséquences. Et je pense que le cerveau, enfin moi je sais pas, je trouve que Marius est plus têtu sur ça. Moi, c'est vrai que c'est plutôt moi qui vais me... Non, je dirais que c'est plutôt moi qui vais me mettre Oh, on dit, je pense qu'on va penser ça, je pense qu'on va penser ci, je pense... Des petites pensées parasites qui font que je vais penser quelque chose de faux, ou qui n'est pas collé à la réalité en tout cas. Mais je pense que c'est peut-être moi-même, donc le mensonge parfois. Donc voilà, mais c'est vrai que... Donc pas se fier justement à ce que les gens font. Non. Et au final, c'est toujours pareil, on ne juge pas l'intelligence d'un éléphant à sa capacité à monter un arbre, quoi. Donc en fait, c'est... Non, mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Il faut mettre les personnes au bon endroit et comprendre. Et au final, pour rebondir avec ce que disait Marius, la seule personne qui sait vraiment si elle est au bon endroit, c'est nous. D'où l'importance de faire un peu du journaling pour comprendre, ou d'autres méthodes. Certains partagent la méditation ou d'autres exercices, ou le yoga, pour les prochains événements que vous allez faire. Il y a un truc aussi qui est hyper important, c'est le regard des autres. On a tendance à vraiment se focus sur le regard des autres, d'autant plus avec les réseaux sociaux. On a l'impression qu'on est moins bon que lui, parce que lui, il a une vie de ouf sur un yacht, qu'il a sûrement loué d'ailleurs. Mais tu vois, genre, le regard des autres est devenu hyper important. Il faut vraiment s'en détacher parce qu'il sert à rien. Demain, tu croises quelqu'un dans la rue, tu as l'impression que la personne t'a regardé... à juger, je sais pas, comment t'étais habillé, ta coupe de cheveux. Mais la réalité, c'est que cette personne-là, elle t'a regardé, mais 5 secondes plus tard, elle se souvient même pas de toi. Et du coup, c'est hyper important de se détacher de ce regard des autres et de se dire, je m'en fous. Voilà, si je tombe dans le métro, bah voilà, je suis tombé dans le métro, c'est pas grave. On s'est tous déjà sentis un peu observés, mais dans le fond... tout le monde oublie. Même toi, si je te demande, est-ce que tu te souviens de 5 personnes que tu as croisées hier dans la rue, tu me diras non, parce que tu les as déjà oubliées. Du coup, il faut se mettre à cette place-là et se dire, bah en fait, oui, c'est vrai. Ouais. On s'en fout, quoi. On s'en fout, les gens ne regardent pas, les gens s'en fichent. Ça me fait beaucoup penser à... En fait, c'est une vision que j'essaye d'appliquer aussi, où justement, j'allais te poser la même question, est-ce que tu te souviens des personnes que tu as croisées ce matin ou pas dans la rue? Et en fait... personne ne se souvient de qui t'a croisé, ni même de la personne qui s'est cassé la gueule dans le métro, comme ce que tu disais. Parce qu'en fait, tout le monde est concentré à se poser cette même question de qu'est-ce que les autres pensent de moi. Et vu que tout le monde pense à ça, personne ne pense aux autres. Et si certains veulent approfondir un peu le sujet là, on en a beaucoup parlé justement avec Alexandra Espel, où on a fait un épisode plus tôt, qui était très intéressant, où justement, c'est ce qu'elle mettait en avant, où, vu qu'elle est exposée sur les réseaux, où les gens allaient la voir en lui disant « Ah bah... je vois que ta vie va bien, ça a l'air cool », alors qu'en fait, c'est même pas 10% de sa vie réellement. Elle montre juste parce que les réseaux sont faits comme ça et parce que son métier le veut, mais elle va pas montrer les moments de down, les moments difficiles, alors qu'il y en a comme tout le monde. Et donc, si ça peut vous aider ou vous parler un peu, je vous conseille d'aller écouter cet épisode où c'est quelque chose qu'on met beaucoup plus en avant aussi. Pour passer sur les questions de fin du podcast, je prends mon téléphone juste pour avoir les fiches, pour pas me tromper. La première question de fin, c'est toujours la question de l'invité précédent, donc dans votre cas qui est Kevin Petit, donc un pilote de course de côte. Il vous a écrit, alors je pense que ça peut être une question globale parce que la manière dont il a écrit la question va vous parler à tous les deux. Comment vivrez-vous l'arrêt de votre passion ou de votre projet ? Mal parce qu'aujourd'hui ça nous prend quand même beaucoup de temps.
sur du temps, pas du temps de travail, mais du temps justement après le travail, le soir. Même la dernière fois, on était en rendez-vous jusqu'à, je sais pas, 20h30, 21h avec le Pilate. Donc je pense que ça nous enlèverait quand même beaucoup de temps qu'on passe à faire ça. Et c'est vrai que même s'il y a des downs, des ups, c'est tellement... Non, je pense que moi, en tout cas, de mon côté, je le vivrais mal parce qu'il y aurait plus ce truc de vouloir créer, de vouloir rencontrer du monde. Je pense que non, ce serait un peu néfaste. Et je pense que... Ouais, non, pas bien. Je vais nuancer un peu le propos parce que je pense que c'est un peu une phrase toute dite, mais j'y crois vraiment, c'est tout arrive pour une raison. Je pense que il y a que des redirections. Et vu comme on est, j'ai pas d'inquiétude. Je pense qu'on trouverait un autre concept, on trouverait un autre projet qui nous animerait autant. Donc je pense que ça serait juste quelque chose qui va peut-être s'arrêter, mais qui va autre chose qui va reprendre. Donc pour moi, ça serait forcément... ça serait une grosse déception parce qu'on y croit beaucoup en ce projet et qu'on a aussi des super retours et qu'on passe des super moments et comme on a dit, on passe beaucoup de temps dessus, donc ça nous ferait un petit vide, mais je pense qu'on saura rebondir. Donc je pense qu'on peut toujours retrouver un peu un projet ou une passion dans un projet, c'est encore mieux. C'est bien d'avoir quand même une petite lueur d'espoir. Ouais. Sadness. Prochaine question j'ai écrite. Imaginez que vous n'ayez aucune contrainte de budget ou temporelle, justement. Le but, c'est de construire un peu votre Dream Team de 5 personnes, un peu comme le Hall of Fame de basket ou votre team d'Avengers, pour réaliser vos rêves. Leur but, c'est un peu de vous accompagner, de vous mentorer ou de vous motiver. Qui choisissez-vous et pourquoi ? Alors là, c'est un peu complexe parce que je pose la question, je dis 5 et vous êtes 2, donc ça va falloir faire des choix. 5 personnes, c'est 3 personnes. Moi, je rêverais de faire du business avec ma famille. J'aimerais bien créer quelque chose qui se transmet. Donc je sais que ma petite sœur travaille dans la communication et j'adorerais pouvoir avoir l'opportunité de travailler avec elle. Je pense que la Dream Team, c'est surtout une question de feeling et de comment tu t'entends avec les gens. Je pense que c'est un peu à double tranchant, tu vois, le fait de vouloir travailler avec des gens que soit tu connais très bien ou qui sont de ta famille, parce que y a aussi cet aspect privé et travail qui rentre en compte. Mais moi, oui, j'aimerais beaucoup faire ça avec des gens que je connais, des proches, même ma famille. J'adorerais. Honnêtement, c'est une très bonne question et j'avoue, c'est assez... parce que c'est vrai que tu dis, il n'y a pas cette contrainte de budget, donc tous les possibles sont... Enfin, il y a tous les possibles. Mais c'est vrai que je vais rejoindre Marius. Mais c'est vrai que sur la famille, ça serait le rêve ultime. Même si c'est vrai que je pense que c'est pas tous les jours évident, mais c'est vraiment un projet où justement, même si je te dis une personnalité publique, j'aimerais vraiment faire ce projet avec cette personne. Au final, je ne sais pas si le feeling passe. Et puis, je trouve que ça donne un sens de le faire en famille qui est tellement plus satisfaisant. Et la transmission aussi. Mais je pense que oui, ça serait. Il y a déjà nos 2 sœurs et puis on ne trouverait pas de mal à recruter d'autres personnes à la famille. Mais ça serait une bonne idée de faire ça en famille. Mais il faut bien choisir quand même, parce que c'est vrai qu'après, une fois qu'on est engagé, voilà. Très beau message. Prochaine question. Est-ce qu'il y a une citation, une phrase qui vous inspire ? Alors, on pourra avoir 2 citations, du coup, chacun présente la sienne. Il y en a beaucoup des citations, justement. Il y en a beaucoup, et dès que je pense que j'en aurai 10 ou qui me parlent beaucoup, mais je vais redire celle que j'ai déjà dite, qui est tout arrive pour une raison, parce que je pense vraiment que ça, c'est la clé. Même moi, quand je suis arrivée, j'avais une expérience dans un job qui ne me correspondait pas. J'avais tendance à penser qu'il n'y avait pas d'issue possible, que c'était moi qui n'étais pas assez bonne, etc. Puis ensuite, il y a eu l'effet inverse. J'ai eu une opportunité super, ça s'est super bien passé. Et en fait, je pense que c'est ça, tout arrive pour une raison. Quand quelque chose de mal t'arrive, c'est que c'est fait comme ça, c'est écrit. Et c'est vrai de se prendre ce recul-là, pour moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien de prendre du recul sur la situation, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis ensuite, tu te dis, où est-ce que je veux aller ? Où est-ce que je vais et quelles opportunités je vais prendre ? Donc vraiment, pour moi, tout arrive pour une raison, c'est
c'est le moyen de voir la vie du bon côté et puis d'attirer aussi les choses positives à toi, je pense. La citation de Marius. J'étais en train de réfléchir à une citation. En fait, j'en ai pas trop. Mais j'ai un livre que m'a très souvent lu mon père quand j'étais petit, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Ce qui était Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et qui est rempli d'allégories qu'on peut comparer avec aujourd'hui. Et qui, pour moi, sont très, très parlantes. Notamment un moment où il a cette rose. Je ne sais pas si vous avez lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et il est avec un renard. Et en fait, le renard lui explique. Alors, c'est quoi la citation ? Alors, j'ai plus la citation en tête parce que je connais pas le texte par cœur, mais les choses. Faut que je la prenne sur mon téléphone. Non, c'est les choses importantes sont invisibles par les yeux. Et je sais plus ce que c'est le reste. Faut que je la retrouve. Ouais. Non, je vois c'est laquelle, mais j'arrive pas à retrouver les mots. La seule qui me vient en tête de Saint-Exupéry. C'est ça, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Merci. Et du coup, ça rejoint tout ce qu'on disait avant, n'écouter que soi-même, écouter son cœur, aller dans la direction qui nous convient. Voilà. Tu as fait une parfaite transition pour la prochaine question qui est une recommandation. Je demande toujours au moins un livre aux invités. Bon, alors on va mettre Le Petit Prince, mais c'est tricher si jamais vous en avez d'autres. Sachant que Le Petit Prince a déjà été cité aussi par d'autres invités. Est-ce que vous avez un autre livre à partager ou d'autres recommandations ? Ça peut être film, série, musique. Musique, il y a votre playlist si jamais. Mais je suis pas très bon lecteur. J'avoue que je devrais beaucoup plus m'y mettre, donc j'ai pas de livre en tête. Et en film, j'en ai pas qui vient en tête. Moi, je dis rapidement, mais alors pour les livres, je pense qu'il y en a beaucoup, mais c'est vrai que je me dis à chaque fois que je finis un livre, souvent, je me dis c'était vraiment génial, ça m'a bouleversée. Mais en fait, il faut revenir dessus parfois. Et je pense que là, celui qui me vient en tête assez rapidement, c'est les 4 accords Toltec, parce que je trouve que ces 4 accords que si tu appliques dans ta vie, et je le fais pas encore à 100%, parce que je pense souvent à la place de l'autre, qui est vraiment un des piliers des accords Toltec, pardon. Et je pense que si tu les appliques dans ta vie va beaucoup plus, va beaucoup plus, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus fluide. Et je trouve que c'est un livre qui t'aide un peu au quotidien. Là, je parle plus de développement personnel parce que je pense que les livres de plaisir sont peut-être moins marquants, sont plutôt un moment de détente, alors que les livres de développement personnel, si tu les appliques et si ça te parle, c'est super. Ouais. J'ai oublié, en fait, j'en ai pas lu beaucoup, mais j'ai lu L'Art de la guerre de Sun Tzu. Okay. Quand même la base, le grand classique. Donc si vous voulez lire un livre qui date vraiment d'il y a longtemps, mais qui est bourré de choses qu'on peut appliquer aujourd'hui, c'est celui-là. Merci beaucoup. Je les mettrai dans la description, je précise pour tous ceux qui nous écoutent. J'ai fait une base de données avec toutes les recommandations de tous les invités. Donc si vous voulez y avoir accès, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à m'envoyer un message privé. Je vous enverrai le lien et vous pourrez y avoir accès. Dernière question, ce n'est pas vraiment une, c'est un passage de micro que je demande à tous les invités. Est-ce que vous avez 2 personnes à me recommander à aller interviewer ? Alors je dis 2 pour avoir un homme et une femme et garder une parité. Alors j'ai assisté à une conférence il n'y a pas longtemps suite au travail, et c'est une personnalité suisse qui s'appelle Sophie Lavaux. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est une alpiniste suissesse et aussi française, il me semble, qui a gravi les 14 sommets les plus hauts du monde, donc les 14 8000 en un temps record, et du coup c'est la première femme à l'avoir fait. Et il me semble qu'elle est relativement accessible. Enfin, on a pu échanger avec elle durant la soirée. Et c'est quelqu'un qui, à mon avis, pourrait vraiment apporter beaucoup de choses sur le podcast. Et je pense que ça pourrait être un podcast super enrichissant. Merci beaucoup. Là, le micro pour Emma-Louise. J'ai pas eu assez de temps de réflexion. Non, honnêtement, je sais pas. Donc, il faudrait que je trouve un homme, là. Dans les grandes lignes, oui. Je sais pas trop. Je sais pas si tu as une idée pour moi, mais... Là, comme ça,
Xavier Niel. Ok. Non, mais parce qu'il a tout cet aspect de... il n'a pas fait les choses de manière conventionnelle. Ouais. Bon, il a commencé avec le Minitel Rose, qui est quand même pas super glorieux. Mais il a proposé des trucs, des forfaits super bas. Il a cassé les prix du marché. Quand il est interviewé, on lui demande pourquoi il augmente pas ses prix. Il demande mais pourquoi j'augmenterais mes prix. Je pense qu'il a vraiment une vision qui n'est pas conventionnelle. Ouais. Et qui peut aborder des sujets qui sont pas ceux qu'aborderaient certains autres grands patrons, entre guillemets, entrepreneurs, quoi. Merci beaucoup.